Attendez, il y a monsieur qui voulait prendre la parole. Il y a monsieur Diop ici. Allez-y. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit par rapport aux normes sénégalaises. Pour l'huile de la Sonacos, les normes sont fixées par le Sénégal lui-même. Il y a une norme sénégalaise qui dit que l'huile, avant d'entrer dans le marché, doit respecter certaines caractéristiques. Mais aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Sonacos de Lignan, elle faisait partie des plus grands exportateurs d'écailles après pression de l'huile. Mais aujourd'hui, l'écaille, c'est quoi? L'écaille, c'est la graine d'arachide. Tourteau. Voilà, les tourteaux, effectivement, les tourteaux. Elle faisait partie des plus grands exportateurs de tourteaux. Mais aujourd'hui, elle a des grands magasins de stockage aujourd'hui de tourteaux, parce que l'atelier qui permettait aujourd'hui de l'éliminer l'aflatoxine contenue dans ces tourteaux aujourd'hui ne fonctionne plus. Donc, ces écailles-là aujourd'hui sont vendus aux Sénégalais, comme vous le savez, comme les maires disent, le racal. C'est avec ça qu'ils font aujourd'hui le mbakhal salou. Et c'est extrêmement dangereux aujourd'hui parce qu'il y a de l'aflatoxine là-dedans, qui est une toxine très dangereuse pour l'organisme aujourd'hui. Vous ne me dites pas que ce n'est pas eux, c'est pas la Sonacos qui officiellement vend ça, ou bien? Ah, c'est vendu au niveau de l'usine. Mais qui vend? L'usine vend? Oui, l'usine vend. Donc c'est l'État en quelque sorte qui vend. Pour rebondir aussi dans le secteur... L'État qui vend, vous êtes en train d'avancer, hein, vous accusez là. C'est l'entreprise sénégalaise aujourd'hui. D'accord. Vous nous dites que c'est une entreprise de surcroît public qui est en train de vendre des produits qui sont intoxiqués à l'aflatoxine, qui est cancérigène. Association. Les tourteaux aujourd'hui ne sont pas traités. Hein? Les tourteaux ne sont pas traités. D'accord. C'est là où j'ai fait mon mémoire pour la... Oui, les tourteaux de la Sonacos. Aujourd'hui, l'atelier de détoxication est en panne. Cet après-midi, il y a une manifestation au Nyolank. On va y aller. Et je voulais rebondir aussi. Sonacos! Je voulais rebondir aussi sur le secteur laitier. Oui. Et par rapport... Parce qu'aujourd'hui, pour les éléments nutritifs du lait, il suffit, ça dépend de la pasteurisation aujourd'hui. Parce qu'il y a un barème à trouver, c'est-à-dire le temps, à quelle température chauffer ça et à quel temps aussi. Donc si le barème-là n'est pas respecté aujourd'hui, il y a la destruction des qualités nutritives aujourd'hui. Donc pour faire un lait de qualité, il faudra trouver un barème exact. C'est aujourd'hui l'idée de notre projet, c'est pour cela que je voulais un peu éclaircir par rapport à ça. Après, on vous fera payer la publicité. Monsieur Diop, allez-y. Juste pour rebondir sur ces questions de l'alimentation, j'ai eu l'expérience d'intégrer dans certains laboratoires qui sont des laboratoires accrédités par la COFRAC. La COFRAC. Qu'est-ce que c'est la COFRAC? C'est la Comité française de normalisation. Et il y a des laboratoires publics qui existent au niveau de l'ITA qui analysent le taux d'aflatoxine sur les différentes légumineuses comme l'arachide, le niébé, etc. Donc la COFRAC intervient au niveau de l'ITA, ou bien? Oui, il donne par exemple des normes à suivre. Et ces normes-là, c'est à travers... Mais la COFRAC, c'est une institution française. Prenez de l'accréditation. Prenez un micro. Hein? C'est-à-dire que... C'est l'agence internationale qui est chargée de l'accréditation des organismes. Des organismes. Donc quand ils vous... Attendez. Qui est chargé? Qui est chargé? La COFRAC française. Oui. C'est elle? Madame, prenez le micro, ne parlez On n'a pas un organisme à proprement parler en Afrique qui est chargé d'accréditer nos organismes ou nos entreprises qui veulent être accréditées. Donc nous avons recours à une institution française qui s'appelle la COFRAC. Oui. D'accord. Donc c'est eux qui fixent par exemple les méthodes d'analyse et que nous allons suivre. Et ces méthodes d'analyse, raison pour laquelle eux, ils nous fixent des limites.
par exemple, il fixe des limites de dose d'aflatoxine qu'il exige qu'on ne peut pas exporter, par exemple, nos aliments en France ou dans des pays européens sans au moins, par exemple, conformer avec, par exemple, des limites. Et dans notre pays, par exemple, les contrôles de ce genre n'existent pas. Parce que si on voit, par exemple, nos chocolats qui sont vendus partout et qui ont des aflatoxines très, très élevées, par exemple, les cafés qui sont vendus dans notre pays, c'est-à-dire que dans des, par exemple, qui sont vendus, par exemple, sans aucune analyse. Et on voit, par exemple, ce qu'il a dit récemment, par exemple, les tourteaux là, bon, ces laboratoires-là analysent des tourteaux, même si, que, par exemple, au niveau de la Sonacos, il y a des problèmes. Donc, il y a des laboratoires qui analysent, par exemple, ces tourteaux-là. Maintenant, ce que vous avez dit, c'est vraiment à magnifier, par exemple. C'est nos services douaniers qui ne viennent pas, par exemple, qu'on ne voit pas là-bas, qui viennent, par exemple, pour exiger les produits qui rentrent au Sénégal, doivent au moins, comme eux, ils nous exigent quelque chose, nous aussi, nous devons exiger, par exemple, pour donner, par exemple, une alimentation saine à notre population. Donc, c'est ça qu'on n'a pas. Ce sont ces problèmes-là qui existent ici. Allez-y et on clôture, hein, parce qu'aujourd'hui, j'arrête à midi. Je crois que c'est bon. Tient compte, établit la flexibilité, établit à court terme. C'est toujours la planification systématique. Et quand on a commencé en 1986 à enseigner l'entrepreneuriat à Midi Agricole, l'USAID, qui était le bailleur de fonds, avait exigé qu'on traduise tous les concepts en Wolof. Et c'est là qu'il m'avait dit planification systématique. Ils avaient amené un linguiste, Terel Seydjemoukaï. Résolution des problèmes. Ça, it's a big problem. Parce que souvent, nous ne savons pas identifier des problèmes. Adopte une stratégie alternative pour atteindre son but ou un désir, avec un désir de produire ou de vendre mieux. Trouver de nouvelles idées ou solutions. C'est prendre des décisions difficiles. Bénéficie d'une grande capacité à gérer le stress. Ça, c'est pas bon, ça. C'est SAIT. C'est faire preuve des grandes capacités de négociation et de communication. Alors, résolution de problème, ça, c'est un grand problème. Parce qu'en général, nous ne savons pas ce que c'est qu'un problème. Souvent, nous confondons problème et manifestation du problème. Je vais essayer peut-être de m'en expliquer. Je vous avais présenté hier un slide. L'image de l'iceberg. Une grande partie au-dessus de l'eau visible, une petite partie visible, une grande partie donc chose. Souvent, ce qui nous arrive dans les problèmes, ce qu'on considère comme problème, c'est le symptôme du problème, c'est la partie visible et la partie non visible. Je vous demande qu'est-ce que vous avez. Vous avez un problème? Oui, monsieur. Quel est votre problème? J'ai mal à la tête. Si vous dites ça à un médecin, est-ce que le problème, c'est le fait d'avoir mal à la tête? Ou alors, comme le médecin va vous y inviter, il va faire des analyses pour aller justement en dessous de l'eau, vous faire une analyse de sang, prendre votre tension, vous demander est-ce que vous êtes constipé, un ensemble, est-ce que vous avez des problèmes de vue? Tout cela, en fait, peut expliquer le symptôme du problème avoir mal à la tête. Donc votre problème, ce n'est pas vous avez mal à la tête, votre problème, c'est que vous êtes souvent constipé. Ou votre problème, c'est que vous avez une hypertension. Ou votre problème, ça veut dire que vous avez des problèmes de vue et vous devez porter des lunettes de vue. Est-ce que c'est clair là? J'ai mal à la tête, on dit c'est le problème. Ce n'est pas le problème, c'est le symptôme du problème, c'est la manifestation du problème. Et donc en entreprise, la représentation des problèmes est toujours enveloppée dans un discours. C'est toujours aussi une personne qui exprime le problème. C'est un ensemble de biais qui peuvent vous induire en erreur. Donc la qualité d'un entrepreneur, c'est de savoir dépatouiller dans ce qu'on lui expose pour trouver donc le vrai problème.
Est-ce que c'est bon ça, c'est clair? Résolution des problèmes, donc c'est identifier et poser les vrais problèmes. Adopte une stratégie, trouve de nouvelles idées, je crois que tout ça, c'est bon. Mais l'essentiel, c'est que vous compreniez que le métier d'un bon manager, c'est de savoir identifier le problème. Confiance en soi, je crois que je n'ai pas besoin d'insister. Si vous ne croyez pas à votre projet, évidemment, personne n'y croira à votre place. Et je crois que ça, c'est fondamental. Expertise aussi, si vous allez dans un secteur, il est important de savoir à connaître le secteur. Si vous n'avez pas les moyens de connaître ce secteur, allez consulter des gens qui en savent un peu plus que vous et qui pourront vous aider et dans l'appréciation, dans la découverte de ce secteur. Donc je crois que ça aussi c'est bon. Bon, il faut avoir de bonnes connaissances en management, ça aussi ça fait partie de bonnes connaissances en comptabilité finance, en production, marketing, vente, droit, fiscalité, et aussi en gestion des ressources humaines. Je crois que ça c'est ce qui fait partie du lot de l'entrepreneur. Connaître ses limites, ça c'est quelque chose de fondamental aussi. L'entrepreneuriat, c'est souvent une démarche d'humilité. Si vous faites celui qui en sait trop, le prix à payer, il est lourd. Souvent, vous vous abstenez d'étudier le produit, d'étudier le client. Et vous voulez élaborer des réponses qui ne sont que dans votre tête. Alors que le produit, il est destiné à quelqu'un à qui vous n'avez pas demandé son avis. Il faut croire que le marketing a toute sa place. Quand un produit vous le destinez à des gens, il faut connaître ce marché. Il faut pouvoir agir sur ce marché. Et quand vous agissez sur ce marché, il faut avoir une évaluation de l'action sur le marché. Capacité de persuasion, convaincre quelqu'un à acheter, convaincre, il y a tout l'argumentaire de vente. Mais là intervient aussi l'autre paramètre. Je vous avais dit un produit. Il est fonctionnel et périphérique. Kuy jaay caviar, doo wax ni c'est bon marché. Celui à qui vous le vendez, sa considération, ce n'est pas le prix. Boy jaay fëgg jaay, fii la yombe rek ngay mën a wax. Fii la yombe, fii la yombe. Doo wax ni coton la, doo wax ni lii la wala lële. Fii la yombe. Donc à la limite, il est important justement dans la stratégie pour convaincre, pour influencer, de savoir quels sont les critères qui fondent la démarche du client. C'est fondamental. Réseau de connaissances, confiance inébranlable, les atouts à sa possession, là aussi. Je crois qu'on peut passer. Stratégie d'influence, c'est très important. Il est important de développer des contacts d'affaires. Il est important aussi d'avoir dans son board des gens qui sont assez influents. Et il est important aussi d'utiliser une stratégie d'influence. Ça, c'est fondamental. Faire tout pour convaincre les gens. Mais si vous voulez convaincre les gens, il faut comprendre quand même que ce n'est pas en venant porteur de vos problèmes que vous pouvez comprendre, influencer les gens. Les gens, ce qui les intéresse, c'est leurs problèmes. Quand vous allez vers les gens, dites-leur, je sais que vous attendez ceci, ceci, je voudrais. Les femmes savent le faire. Dañuy jaamu sa soxla ngir nga jaamu seen soxla. Et ça, c'est de l'intelligence. Que vous le dites ou que vous ne le disiez pas, si vraiment vous vous mettez à l'école de quelqu'un, finalement, il finira par s'en rendre compte et voudra aussi en retour vous témoigner sa gratitude. Est-ce que c'est clair ça? C'est-à-dire quand vous allez vers les gens, n'allez pas porteur de vos problèmes. Allez porteur des solutions à leurs problèmes.
digal leen seeni soxla ci biir ñoom seen soxla ñoom bu seen soxla fajoo sa soxla faju. Est-ce que c'est clair ça? C'est une stratégie qui est assez fondamentale. Si vous la testez, vous voulez aller voir votre patron pour une augmentation de salaire, n'allez pas lui dire, monsieur le directeur, oui, c'est chose, moi j'ai tel diplôme, j'ai ceci. Essayez de voir en quoi cette discussion-là peut donc se relier à des préoccupations qu'il a. Est-ce que c'est clair ça? La vie, c'est un commerce relationnel. Et quand vous parlez aux gens, essayez aussi de vous préoccuper de leurs problèmes. Hawa, allez-y. Bonjour. Je voudrais savoir quelle est la différence entre la capacité de persuasion et que la stratégie d'influence. La différence. Disons que ces deux actions qui se rejoignent, hein, capacité de persuasion, moi, wax ñu gëm la. D'abord, il faut être crédible. Si, a priori, on a un a priori, vous êtes un menteur, il y a bien de chances que vous n'arriviez pas à convaincre. Maintenant, l'argumentaire de vente, l'argumentaire de persuasion, doit rencontrer aussi les critères que l'autre utilise pour donc être persuadé. Comme je disais, si vous vendez une marchandise en mettant l'accent sur le prix, pourvu que l'autre, en fait, ait comme considération le prix. Mais si c'est une personne qui achète un produit et qui n'a pas de problème de prix, si vous voulez lui vendre à travers le prix, évidemment, vous êtes à côté. La stratégie d'influence, c'est plus une stratégie de séduction. Influencer quelqu'un, c'est quand même tout un scénario pour mettre la personne dans de bonnes directions, de bonnes prédictions. Quand je vous dis, mais la génération de ma grand-mère, quand nos grands-pères rentraient à la maison, ay bàyyi sonn nga dugalal sa loxo yi fii ma xoojal tànk yi ma xoojal la naanal aspro bi ma tàngalal ndox nga sangu toggoon nañu kii de waaye xam naa ne yow bii nga gën bëgg moom lañ la defaral xale yi ataaya leen seen maam. La stratégie d'influence, elle est là. mag ñi dañuy wax ni ñàkk fayda ci góor paasewul toog ba timis ngay xuloog sa jabar. Je crois qu'il y a quand même la stratégie d'influence, elle est là. Et les gens qui réussissent en général dans la vie, qui vont très loin, c'est des gens qui savent utiliser une stratégie d'influence. Il y a une situation. Moi, j'ai vécu par exemple en 1995, on devait aller à Beijing, il y avait le plan d'action de la femme. J'étais l'otage des organisations féminines parce que j'étais l'expert. D'ailleurs, un jour, une des grandes, Maïmouna Kane paix à son âme, m'a dit, Monsieur Tal, on en a assez de parler au masculin. Maintenant, on parle au féminin. La prochaine fois qu'on dira elle, c'est vous compris. Parce qu'ici, nous sommes en majorité des femmes. Mais il fallait constituer la délégation sénégalaise. J'ai vu deux femmes se comporter d'une manière extraordinaire. L'une au risque de perdre son mari, l'autre, mokopot comme une domudar, a fini. C'est son mari qui lui a même donné beaucoup d'argent. L'une, c'est son mari qui se réveille un beau jour pour lui dire, mais cette histoire de plan d'action de la flamme là, où est-ce que vous en êtes? Mais on m'a désigné dans la délégation, tu ne partiras pas. Partiras pas. Tu aurais pu le dire, je suis dans la délégation, on travaille depuis lors, tu me dis tu ne partiras pas. Ah, demain, dem ni jaay. Bon, demain, me fasse là. Un cas.
L'autre, son mari lui dit, mais c'est une affaire, il faut me toll. Ah, Ndiaye, Mandei, Madame le ministre voulait me mettre dans la délégation. Mais je lui ai dit, état de santé, ni nga feebaree ak yooyu te bu ma demee kenn du la toppatoo wax dëgg yàlla ah nee naa ko daal nañu seet keneen da nga ma bëgg toroxloo Sénégal yëpp tànn la fukki jigéen ak ñaar la ñuy tànn Sénégal ni mu bëree jigéen ñu tànn la nga yeewu suba naan man maa la ko nar xañ da ngay dem doo ma gàcceel. Et c'est lui qui l'amène au ministère et qui dit à Madame le ministre day dem ñu ko lu xew ñu ko non nee na dama feebar moom dafa yore dund ak dee day dem yeewu suba mu ñëw ni Madame le ministre voilà 6 millions dama bëgg nga wecceel ko su demee foofu lu moroom mi jënd na ko jënd te na fa toogaay bu rafet rafet. L'une, qu'est-ce qui s'était passé? Le mari écoute à la radio France Inter, on dit jigéenu àddina bi dañuy daje Beijing pour les droits de la femme. Mais il y a une organisation américaine qui veut se rapprocher de la délégation sénégalaise parce qu'au Sénégal, les règles d'héritage, en fait instituées, donnent une part aux femmes là où on donne 2 parts aux hommes. C'est une injustice et l'organisation américaine veut être le porte-drapeau pour lutter contre cette injustice. Elle va se rapprocher de l'association sénégalaise. Ensuite, il y a une organisation de femmes homosexuelles, lesbiennes pour dire banalement, qui veut se rapprocher des Sénégalaises parce qu'il y a une pénalisation de l'homosexualité. Elles veulent se solidariser avec les Sénégalais. C'est ce qu'il a entendu, le mari. Donc lui, dire à sa femme, tu vas aller dans cette organisation-là, pour lutter contre quoi? La charia? Il n'en est pas question. Mais la stratégie d'influence, c'est ça. Celle-là qui a dit, je ne veux pas partir de ton santé, elle n'y croyait pas. J'ai dit, c'est ce qu'elle dit en aparté. Mais dans sa stratégie d'influence, finalement, elle s'est retrouvée, en plus de ses périodes, avec l'argent de poche pour 6 millions, et ensuite encouragée à partir. Et je crois qu'il est important à ce niveau-là que vous, les femmes, vous, les jeunes filles, vous compreniez cela. Mon discours n'est pas un discours de misogynie. C'est simplement un discours qui veut que je ne veux pas recevoir mes filles à la maison pour dire que, bon, en général, on ne sait pas choisir un bon mari. Comme you got ngeen di faire piece bi du mat ñoo ne papa j'ai trouvé un mari 6 mois après nga dellu si mais c'est un imbécile celui-là. Mais à partir de ce moment-là, il faudra vous aider à retrouver vos repères en sachant que mais enfin le commerce relationnel c'est quelque chose de fondamental. Et utilisez-le. Quand vous allez vers quelqu'un, même votre enfant, il n'entend pas. Donc, dites-le sur le nid qui est égalé. Et je crois que ça, c'est fondamental. Dans une stratégie d'influence, il faut nécessairement comprendre que ce qui est le plus important pour tout un chacun d'entre nous, c'est d'abord ses intérêts, sa personne. Autorité, bon, on en a beaucoup discuté. Leadership autoritaire, leadership de compréhension, de médiation, bon, je crois que ça aussi c'est important.
capacité d'anticipation nag entrepreneur buy réussir faut nga séntu ëllëg. Et le dernier, c'est un élément de contrôle. Je crois que ça aussi, c'est fondamental. Voilà, j'en ai terminé pour donc ces caractéristiques que font l'entrepreneur qui réussit. Bon, je vous propose ou je dispose qu'on n'a pas de pause. C'est ça, hein, c'est la démocratie, n'est-ce pas? Donc, je vais vous donner des outils, hein. Il est important, nous avons des outils de mesure, hein. Je vous les donne, ces outils de mesure. Vous allez, donc, c'est en fait des questionnaires qu'il faut remplir, questionnaires, non? C'était grille de lecture. Auto-analyser mes caractéristiques personnelles d'entrepreneur. Là, on reprend toutes les compétences, sens des opportunités, compétences, capacité d'initiative, compétences, capacité à constituer jusqu'au contrôle. Et donc là, vous devez remplir en disant, dans ce domaine-là, est-ce que je sais observer mon environnement? Je me dirais très bien. En ce moment-là, je me mets 5. Est-ce que je sais déceler de nouvelles opportunités? Là, je suis assez bien. Je me mets 3. Donc, vous allez mettre une grille. À partir de cette grille-là, vous allez savoir dans quel domaine vous êtes performant, dans quel autre domaine vous n'êtes pas performant. Alors, en fin de parcours, comment améliorer? Il y a une grille. Ici, c'est les 12 mois de l'année. Et vous allez justement vous exercer à améliorer ces compétences-là. Parce que la technique marketing, il faut justement renforcer la technique avec une capacité, un sens des opportunités. Quand vous allez faire finance, sens des opportunités. Donc, il faudra qu'à ce niveau-là, le plus important de ça, c'est ces outils-là. Comment vous améliorez vos compétences. Maintenant, on est difficilement juge de soi. Je vous donne un autre outil qu'on appelle le jeu de miroir. Celui-là, j'aurais dû vous le présenter hier. C'est les lettres de l'alphabet. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour chaque lettre d'alphabet, citez 5 idées de projets qui vous viennent à l'esprit. Faites-le une fois. Faites-le en termes de manger. Faites-le en termes de boire. Faites-le en termes de vous habiller. Vous allez vous trouver avec des milliers d'idées de projets. Et puis maintenant, vous avez une grille de sélection. Maintenant, je vous donne aussi le jeu de miroir. C'est en fait, vous utilisez ce que j'ai montré tout à l'heure pour en fait mesurer l'ensemble de vos capacités. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez de votre sens de l'opportunité? Un membre de votre famille qui vous dira, moi je pense que ceci ou cela. Il y a un système de notation. Un camarade, un ami ou un collègue. Ou alors un professeur ou un supérieur hiérarchique. Quand vous avez ces grilles-là, hein, de lecture, alors, on vous dit cet exercice doit contribuer à vous donner une meilleure représentation de vous-même en confrontant le jugement que vous portez sur vous-même et celui de votre entourage. Ce tableau doit être complété en 2 étapes. Tout d'abord, notez de 1 à 10 votre profil. 1, si vous ne possédez pas du tout la qualité, et 10, si vous la possédez parfaitement. Inscrivez le résultat dans le tableau et demandez à votre entourage de faire de même. Ensuite, définissez et inscrivez dans le tableau vos qualités et vos défauts. Il y a un S qui manque défaut. Les domaines qui vous intéressent, ceux dans lesquels vous réussissez et ceux dans lesquels vous êtes en difficulté, et demandez à votre entourage d'en faire de même. Donc c'est assez clair. Avant de remplir mes grilles, utilisez cette grille-là. Au moins, vous n'allez pas être dans votre univers où vous êtes le seul à évaluer. Quand vous avez une évaluation vous-même, un membre de votre famille, un camarade, un ami, un supérieur hiérarchique ou un professeur, si vous avez la synthèse, vous allez peut-être faire la moyenne et vous dire ça c'est plus objectif. Est-ce que c'est clair? D'accord. Merci. Donc, c'est juste une petite contribution. C'est vrai que quand on parle de réseau, souvent, peut-être avec la façon dont on est éduqué, et puis cet aspect de dire « j'utilise un réseau », ça peut nous paraître un peu, on va dire, intéressé. Voilà. Mais moi, comment je le vois, c'est par une expression Wolof qui dit
nit mooy garabam. Bien sûr. Voilà. Donc je le prends dans cet aspect-là et après ça m'aide vraiment à aller de l'avant, à savoir que voilà, on est là et voilà. Si vous êtes dans l'association des anciens polytechniciens, il y a bien des chances que ça vous vaille un marché. À ce niveau-là, il y a un ensemble d'hommes qui décident au niveau de l'État, au niveau de certains organismes, au niveau de certaines institutions. Le seul fait de savoir que vous êtes un ancien de Poly, et la deuxième chose, d'évaluer vos niveaux de compétences ou même de présumer, parce qu'a priori, quand on sort de Poly, on est bon. Ne serait-ce que pour ça, ils vous donnent le marché. Donc c'est ça le réseau. Association des ingénieurs mourides. Ah, si on construit l'université de Touba, vous avez peut-être votre place. C'est quand même 30 milliards, hein, les gars. C'est une Touba amul morom de. Donc je crois qu'il faut comprendre que le réseau relationnel, c'est quelque chose de fondamental. Il vous arrive même en marché, parfois d'avoir la surprise d'un marché, parce que quelque part, dans votre vie antérieure, vous avez aidé cette personne. Moi, je me suis retrouvé dans une situation où le monsieur était venu au cabinet 3 ans avant. Il avait un projet, il n'avait pas les moyens de... Bon, mes consultants l'avaient remercié en lui disant quand vous aurez les moyens. C'était 3 500 000. Et puis, un d'entre eux s'en est ouvert à moi. Quand j'ai écouté le monsieur, le projet était tellement intéressant, je lui ai dit, bon, écoutez, voilà ce qu'on fait. Vous nous faites une déclaration sur l'honneur et on vous accompagne. Et 3 ans après, c'est le monsieur qui m'appelle, vient, avec une équipe de la Banque mondiale, me dit, bon, écoutez, nous avons tel programme, tel programme, tel programme. Monsieur nous a dit que vous pouvez faire l'affaire. Nous avons d'autres propositions. À qualité égale et à prix égal, on vous donne le marché. Ça m'a valu un marché de plus d'1,2 milliard sur un an. Alors que le monsieur, je lui avais juste rendu service pour 3 500 000. Parfois aussi, l'entrepreneur sait être généreux. Les actes de générosité peuvent vous revenir en marché très rémunérateur parfois. Alors peut-être je vais donner juste un exemple. Alors récemment, j'ai eu un contact et qui m'a appelé pour me dire il y a un marché, mais moi je suis occupée et du coup je voulais te recommander. Donc je lui ai dit oui et après j'ai discuté avec la personne responsable, etc., etc. Voilà. Et du coup là il y a un marché qui m'était proposé et j'étais pas disponible. Et du coup, j'ai pensé à la personne. Et honnêtement, pourquoi je pense à la personne? Je dis, dans ma tête, il faut que je lui rende la balle. Retour d'ascenseur. Voilà. Dans le domaine de la consultation, c'est des choses qui arrivent souvent. Et oui, volontiers. Oui, c'est la question qui revient. Ça a été posé depuis hier. Oui. C'était Mamor Ndao qui demandait c'était quoi la différence entre le leadership, le manager et le dirigeant. Leadership, manager et dirigeant. Mamor Diarra Ndao, c'est un bon tchédo qui a trompé Touba pour être un bon talibé. Mamor, vous m'entendez? Leadership, manager, et puis le troisième? Non. Dirigeant. Hein? Dirigeant. Oui. Dirigeant, c'est quand même quelque chose qui ne veut rien dire. Hein? Bon, dans la nomenclature, si c'est un directeur, en principe, il y a un cadre légal qui fait qu'on nomme un directeur. Ça dépend des entreprises. Si c'est une société anonyme, il y a effectivement un conseil d'administration qui va élire un directeur et donc il faut que ce soit à la quotité d'au moins 50%. Dirigeant, c'est celui qui est dans la situation de diriger. Soit il s'est donné ce rôle pour diriger. On a une équipe de football dans le quartier. Bon, il y en a un toujours qui va diriger. Dans un groupe, il peut y avoir donc des gens qui viennent se mettre au devant de la scène. Parfois, c'est à bout de bras. Parfois, c'est parce que tout le monde accepte qu'il dirige.
Mais dirigeant, c'est celui qui est dans la fonction de diriger. Mais ça peut être un président de la République aussi, celui qui nous dirige. Ça peut être un président de l'Assemblée nationale. C'est peut-être quelqu'un qui a des qualités. Mais le concept de dirigeant en management, je ne lui connais pas une signification spécifique. Par contre, le manager, par rapport au leader, le manager, c'est quelqu'un qui a une fonction d'abord d'organisation. Il a une fonction de planification. Il a une fonction de contrôle. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas du leader. Un manager, un bon manager doit être un bon leader. Mais le leader, c'est celui qui, quand vous le sortez de sa zone de confort, retrouve des moyens d'influencer les autres. Évidemment, ça peut être lié à la personne. Ça peut être aussi un ensemble d'éléments innés. Vous avez quelqu'un qui entre dans le bureau ici, tout de suite on dit Mbaké. Ah. Il y a un leadership qui lui est conféré naturellement, qui est en lui ou qui n'est pas en lui. Donc le leader, c'est une stratégie d'influence. Il y a aussi des leaders physiquement. Physiquement, il y a des gens qui s'imposent. Je me souviens, quand j'étais à Bruxelles, j'avais vu un poème qu'on avait fait sur Jim Momargueil. La dame dit, quand la première fois je l'ai vu, il était grand, hein? La tête dodelinante, marchant d'un pas assuré, habillé d'une élégance remarquable, s'exprimant avec des mots choisis, dans un français d'une rare qualité. Je me suis dit, je n'ai pas l'habitude de recevoir de tels diplomates. Elle était conseillère aux affaires étrangères. Elle dit, quand j'ai conduit Jim Momargueil pour choisir le lieu qui devait accueillir l'ambassade du Sénégal, je l'ai amené dans le nord de Bruxelles, en lui disant, où il y a le Congo, où il y a l'Afrique du Sud, où il y a le Nigeria. Il doit dire, ah, madame, vous vous êtes trompée, il s'agit du Sénégal. Où se trouve l'ambassade des États-Unis, celui de la France. Il dit, je l'ai amené dans l'avenue où se trouvait l'ambassade de France. Il dit, oui, est-ce qu'on peut trouver ici une chancellerie pour le Sénégal? Il a choisi une résidence qui était classée monument historique, en disant, c'est ça qui est digne du Sénégal. Et quand il s'est agi de sa résidence, il a choisi un autre monument classé historique. Même les arbres existaient depuis plus d'un siècle, 2 siècles, 3 siècles. Ils étaient classés. Madame, c'est ça qui est digne de mon pays. Donc, et elle disait que ce monsieur avait une prestance naturelle. Qu'il fallait que d'un koy gis rek xamé ko. Na muy doxé, na muy waxé, hein? Et sa générosité. Bon. Il y a ce qu'on dit, il y a des comportements. Amna ñu nga xamné lu ñu mënti def yifu baadoo la lay doon. Mais il y a des gens, ils ont une prestance naturelle. Ils ont une autorité naturelle. Vous n'avez pas besoin qu'ils s'expriment. Vous les voyez, ils se présentent, ça campe l'autorité. Certainement, dans votre vécu, vous avez eu des directeurs, des professeurs qui campent une personnalité de respect. Donc, le leadership, c'est essentiellement une stratégie d'influence. L'influence, elle peut être physique. L'influence peut être aussi dans l'art d'expression. Être leader, c'est souvent aussi maîtriser les outils de communication. Donc je crois qu'il est assez fondamental à ce niveau-là de savoir qu'un manager intègre normalement un bon leader, mais un manager, ce qu'on attend de lui, c'est la fonction de gestion. Il gère des biens, il gère des hommes, il planifie, il contrôle, et donc non seulement il anime une équipe, mais aussi il a une capacité de négociation avec son banquier, avec les impôts, avec son expert comptable. Et à ce niveau-là, évidemment, le manager, il a une fonction
essentiellement de gestion, de direction si on veut. Le leader, il a une capacité d'influence. Est-ce que c'est bon, Mamor Diarandao? Mounir? Je pense qu'il vous écoute. Hein, comment? Ah, il écoute, d'accord. Merci. Je l'ai taquiné en disant que c'est un bon tiedo. Oui. Alors, comment on va faire? On a 6 minutes. Vous, 1 minute chacun. Et on clôture. Vous aussi, si vous voulez. Allez-y. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre création et innovation? Ah oui. L'innovation, qu'est-ce que c'est? L'innovation, c'est l'idée qu'on transforme en produit ou service. Parce qu'il ne faut pas se contenter de l'idée. L'idée, il faut s'interroger sur sa faisabilité technique, juridique, commerciale, financière. C'est à partir de ce moment-là qu'il devient une innovation. C'est l'idée qui permet d'aller à l'innovation. Mais la création, maintenant, si vous parlez de création d'entreprise, c'est une tautologie, c'est-à-dire qu'il faut faire des formalités, il faut recruter du personnel, vous donnez vie. La création, c'est ce qui donne vie. Allez-y, Thierno Saïd. En fait, monsieur, je veux savoir comment on peut améliorer la visibilité de son projet pour gagner plus ou obtenir plus de partenariats avec... Je n'ai pas compris. Comment on peut améliorer la visibilité de son projet. En fait. Ça veut dire quoi? Quand vous dites améliorer la visibilité de son projet, c'est quoi? Qu'il soit plus connu? Oui. Pour obtenir plus de partenaires techniques et financiers. Donc, comment faire pour mieux faire connaître son projet? Une fois qu'il est connu, comment faire pour que des partenaires financiers et techniques adhèrent davantage? Mais c'est tout le lieu du business plan. Le business plan, vous allez dire, voilà qui je suis, voilà mes forces, voilà mes faiblesses, voilà ce que je veux faire, voilà les raisons qui font qu'on peut croire à mon projet, voilà les raisons pour lesquelles le marché va adhérer, voilà les raisons pour lesquelles un banquier devrait croire à la structuration de mon financement. Voilà les raisons qui font la rentabilité de mon projet, rentabilité privée, financière, à votre niveau. Voilà les raisons qui font qu'il y a une rentabilité économique. C'est pourquoi l'État, à travers l'APIX, doit agréer mon projet. C'est tout ce discours-là est maintenant porté par vous. Quand vous le portez, vous devez être crédible aussi. Je crois qu'il y a quelqu'un ici. Oui, donnez-lui le micro. Et puis qui d'autre? Hein? Oui, donnez le micro à monsieur derrière. Allez-y. Bonjour. J'aimerais rebondir sur ce qu'a tantôt... Ne rebondissez surtout pas. Hein? Donc, elle parlait du fait que nous devons entrer en relation avec un certain nombre de personnes. Donc, la capacité relationnelle. Donc, et puisque culturellement, on est un peu regardant, voilà, par rapport aux personnes que nous rencontrons. Supposons, je rencontre une personne qui a une certaine niveau de vie, un certain niveau de vie, et voilà, et je veux bon, entre guillemets, lui soutirer quelque chose. Soutirer? Oui. Par exemple, le relationnel, c'est plus ou moins... Vous allez soutirer à quelqu'un? Voilà, on le dit comme ça, mais c'est un peu déguisé. Bon, à mon avis, quoi. Vous soutirez de manière déguisée, ça devient de plus grand, plus grave. Voilà, c'est que je... Donc, le relationnel. Donc, ce n'est pas toujours gagnant-gagnant. Ce n'est pas toujours gagnant-gagnant. Il y a certains individus qui viennent. Donc, moi, je veux rencontrer M. Tal et je veux que M. Tal, à travers son réseau, m'aide à accéder à un certain niveau. Par exemple, réaliser mes projets, ce genre de choses comme ça. Donc, et beaucoup d'individus voilà, sont un peu regardants par rapport à ça. Donc, ils se disent que peut-être ce gamin, c'est quelqu'un d'intéressé, comme elle l'a dit. Voilà. Est-ce que ça peut arrêter? Non,
Si vous allez voir quelqu'un comme M. Tal, il a l'âge de votre père, si en principe il devrait porter sur vous le même regard qu'il porte sur ses enfants, il devrait pouvoir vous conseiller, vous aider à trouver un chemin. Dans certains cas, il arrive même, dans beaucoup d'entre le secteur privé, les grands patrons acceptent de parrainer certains de nos candidats. Ils acceptent de rapporter un capital, ils acceptent parfois d'être leur parrain tout court parce qu'ils sont dans le secteur, ils suivent, ils vont les accompagner dans les négociations et tout ça. Peut-être c'est la façon de vous introduire. Oui. Bon, mais en principe, comme vous n'y allez pas tout seul, en général, c'est une organisation. Le PSEJ, le secteur privé, est membre du comité de pilotage qui se réunissait hier. Donc, ils sont partie prenante. Donner vie à vos projets, c'est dans leur intérêt. Donc, certainement que la direction du PSEJ peut servir justement d'intermédiaire pour dire, vous recommandez à quelqu'un du CNP, de la CNES, de la Chambre de commerce, pour dire, voilà un jeune homme, voilà une jeune fille qui veut faire ceci. Il me semble qu'il mérite ceci ou cela. Ça se fait. Hein? Vous, Monsieur Sow. D'accord. Bon, je voulais juste revenir sur les éclaircissements apportés à la question de Ndao par rapport aux leaders et managers. Est-ce qu'on peut dire que un leader c'est à la fois un leader et manager? Un leader, c'est à la fois un leader et un manager. Un leader n'est pas obligé d'être un manager. Le calife de Touba, c'est un leader. Il n'est pas obligé d'être un manager. Par contre, un bon manager doit exprimer un leadership qui permette de mobiliser et d'influencer. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut clôturer? Donnez-lui le micro à M. Samb. Oui, en fait, je veux juste apporter un petit éclaircissement par rapport à celui qui demandait par rapport à la différence entre création et innovation. Parce que innovation, donc, ça vient après la création. On ne peut pas innover sans pour autant avoir créé. Et pour innover, donc, il faut donc juste, je renvoie à un grand théoricien de l'innovation qui s'appelle Joseph Alois Schumpeter, c'est-à-dire qui explique ça en un processus de destruction créatrice, c'est-à-dire un processus où on détruit incessamment des éléments vieillis et en créant donc des éléments neufs. Voilà, merci beaucoup. Je suis d'accord, sauf que peut-être c'est l'innovation qui conduit à la création. Hein? Oui. Vous avez une idée, oui. Vous la confortez en termes de faisabilité, et ce qui est idée devient projet, devient produit ou service. D'accord. C'est ce produit ou service que vous portez dans le cadre de la création de votre entreprise. Dans le séquentiel, on dit idée, innovation, création. D'accord. On est d'accord? D'accord, absolument. Bon, je vous souhaite un bon retour dans vos familles. Alors, je vous ai donné des outils. Hein? Ces outils-là, profitez du week-end, utilisez-les. Essayez de les renseigner. D'abord celui-là. Ensuite, les outils qui vont dans le sens donc, de profil entrepreneurial, vous avez tout intérêt à les utiliser aussi. Hein? Donc il y a celui-là. Where is the next one? Voilà, ces outils-là, il faut les utiliser. Hein? Donc prenez le week-end, essayez de les renseigner. Si vous avez des difficultés, partagez-les avec moi. C'est la partie que vous négligerez certainement, c'est la partie la plus importante. On ne fait pas de l'entrepreneuriat pour acquérir des techniques managériales. On fait de l'entrepreneuriat pour changer l'individu, le développement personnel de l'individu, installer des capacités. Le marketing, finance, juridique, fiscal, c'est des outils, c'est des techniques qui vous permettent d'amplifier vos compétences. Mais pensez aux compétences qu'on veut installer avec vous. Et c'est ces compétences-là, c'est là que vous allez les trouver. Au moins, interrogez-vous sur quel est mon sens de saisine des opportunités. Vous allez vous rendre compte que souvent, l'opportunité est là. Vous êtes en train de la faire traîner, vous ne la saisissez pas. Au moins, de ce point de vue-là, essayez donc
d'être le maître de votre conduite en vous disant « je dois m'améliorer sur tel ou tel ou tel aspect ». Je crois que ça, c'est le plus fondamental. C'est ça qui va vous permettre, dans la suite de ce qu'on va faire, on va parler marketing, on va parler finance, et in fine, en conclusion, je vais essayer de fondre tout ça dans un business plan. Je ne m'étendrai pas, la vocation, ce n'est pas de parcourir un business plan, quelqu'un d'autre le fera. Mais au moins, ce business plan qui est la conclusion de l'ensemble de nos démarches devrait vous installer dans des compétences que vous avez ou que vous avez décidé d'améliorer, mais en tout cas, vous vous êtes donné un aiguillon pour, dans la première année, essayer d'améliorer tout ça. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est des moments privilégiés. Après, vous ne me verrez plus. Je suis le meilleur ou je fais partie des meilleurs. Voilà. Merci, M. Talancourt. Merci. Donc,